Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Nous irons en Centrafrique où des manifestations ont eu lieu à Bangui, dans le quartier PK5, pour réclamer plus de sécurité après les violences lors du référendum. Insécurité également dans le nord-est du pays où une délégation de l'ONU s'est rendue pour tenter de rassurer les habitants à l'approche de la présidentielle. Le Rwanda a 2 jours d'un vote crucial mais sans suspense tant l'opposition est inexistante. Le référendum pourrait permettre au président Kagame de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Notre correspondant a suivi en province et à Kigali les préparatifs de ce scrutin. Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, l'avocat de l'Ivoirien Charles Blé Goudé, maître Serizoku, à un peu plus d'1 mois du début du procès de l'ancien chef des Jeunes Patriotes, qui sera jugé en même temps que l'ancien président Laurent Gbagbo. Il nous dira quel est l'état d'esprit de Charles Blé Goudé, accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. En Centrafrique, l'ONU tente de réaffirmer son autorité après les violences qui ont fait au moins 5 morts dans le quartier PK5 lors du référendum, considéré pourtant comme un scrutin test à l'approche de la présidentielle du 27 décembre. Les tensions sont concentrées dans le nord-est du pays, mais aussi dans la capitale, Bangui. Le récit de Mary Colombel avec Salima Belhadj. Ils étaient des centaines mercredi. Ces habitants du quartier musulman du PK5 de Bangui ont marché jusqu'au siège de l'ONU. Ils réclament plus de sécurité pour le scrutin présidentiel après les violences lors du référendum. Des violences qui, dans ce quartier, ont été attribuées aux extrémistes de l'ex-Séléka. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, nous avons décidé de dire non, qu'ils quittent le PK5 et nous laisser en liberté parce que nous voulons aussi que nos enfants partent à l'école. Nous voulons que nos femmes, nos malades aient accès à l'hôpital. Le référendum a également été perturbé dans d'autres zones du pays, comme ici, à Kagabandoro, fief du chef de la branche radicale des ex-Séléka, Noureddine Adam, qui a déclaré un État autonome dans le nord-est. L'ONU a réagi en décrétant Délé et Kagabandoro zone sans armes. La MINUSCA a donc pour mission de désarmer de force tout contrevenant. S'attache à mettre en œuvre ces instructions extrêmement claires pour pouvoir protéger les Centrafricains et surtout permettre à ces populations qui nous ont montré un courage extraordinaire d'exercer leurs droits civiques de la manière la plus paisible possible. Les résultats du référendum de dimanche n'ont toujours pas été déclarés. Le décompte se poursuit. Mais cette hostilité des milices au processus électoral inquiète à 10 jours de la présidentielle censée mettre fin à une période de transition chaotique. La colère des Sud-Africains contre le président Zuma. Quelques milliers de personnes ont manifesté ce mercredi dans plusieurs villes du pays pour demander tout simplement la démission de Jacob Zuma, qui a plongé l'économie de son pays dans la tourmente en évinçant son ministre des Finances. Les précisions sur place de Caroline Dumais. C'était finalement le cri du cœur de dizaines de milliers de Sud-Africains qui sont encore choqués par ce qu'il s'est passé la semaine dernière. 3 ministres des Finances en 4 jours. Et finalement, ce qui inquiète, c'est pas tant la crise économique que ça a provoqué, le rang de la devise sud-africaine s'est effondré, que la façon dont Jacob Zuma a géré la crise. Visiblement, il aurait tout décidé tout seul. Il n'a pas consulté le Parlement, il n'a pas consulté le gouvernement, il n'a même pas consulté son vice-président Cyril Ramaphosa. Et ça n'est pas la première fois que le président Jacob Zuma révoque un ministre tout seul. Alors en coulisses, on nous explique que c'est parce que le ministre des Finances n'est pas d'accord avec lui. Pas d'accord sur la façon de gérer la crise de SAA, la compagnie aérienne sud-africaine, et pas d'accord surtout sur le programme nucléaire. Vous savez, la présidence veut acheter 6 à 8 réacteurs. C'est un investissement de milliards de rands, un investissement que les responsables financiers du pays considèrent comme une folie. Alors voilà. On a changé de ministre des Finances, mais on n'a pas changé de président. Même s'il est affaibli, le problème persistera. Le président rwandais pourrait-il briguer jusqu'à 3 nouveaux mandats et se maintenir au pouvoir potentiellement jusqu'en 2034 ? Les Rwandais vont devoir trancher. Ils sont appelés aux urnes ce vendredi pour le référendum constitutionnel. Thaïs Brook a suivi les préparatifs de ce vote crucial, mais sans suspense, dans un pays où l'opposition est inexistante. Reportage. Officiellement, il n'y a pas de campagne électorale. Les parlementaires se déplacent aux 4 coins du pays, comme ici à Kigali, dans le secteur de Gitenga, pour détailler le contenu de la Constitution réformée. Une explication de texte aux allures de meeting du FPR, le parti au pouvoir. Quand on leur a expliqué ce qu'ils nous ont demandé, comment nous l'avons révisé, bon,
Ils étaient contents, donc ça devient une campagne. Notre objectif, ce n'était pas la campagne, c'était expliquer les articles et comment nous les avons changés. L'assistance fait les louanges du président Kagame. Quelles cases vont-ils cocher? Oui, oui, oui en Kinyarwanda, la langue locale. Il règne une atmosphère de campagne électorale bon enfant dans ce quartier de Gitenga. Pourtant, même à Kigali, si ce n'est quelques rares autocollants, rien n'indique qu'un référendum va avoir lieu vendredi. Le Rwanda est régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Manque de liberté d'expression, faiblesse de l'opposition, presse muselée. Pour interroger un Rwandais qui va voter non, nous avons dû cacher son visage. Je vais voter contre. Je ne peux pas me prononcer contre cette réforme alors qu'on pourrait reconnaître mon visage. Ça pourrait causer des problèmes pour ma sécurité. Malgré ces réserves, à l'approche du vote, pas de suspense. Au Rwanda, personne ne doute que le oui l'emportera très largement. En République démocratique du Congo, nouvelle illustration de la situation plus que tendue entre pouvoir et opposition. Plusieurs opposants atterris la nuit dernière à Kinshasa, accueillis spécialement par une délégation de l'ONU. Ils craignaient d'être interpellés. Au cœur de la polémique, une réunion au Sénégal à laquelle ils viennent de participer, rassemblant des personnalités politiques et de la société civile venues de tout le continent. Écoutez les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. L'opposition congolaise est pacifiste et elle ne complote contre personne. Voilà le message que répètent les opposants congolais qui étaient en réunion sur l'île de Gorée au Sénégal lors de ces derniers jours. Ils disent s'être entretenus avec des représentants des partis politiques mais aussi de la société civile de plusieurs pays africains. Ils sont venus du Togo, du Mozambique, du Sénégal ou encore du Burkina et le but était de partager leur expérience de la démocratie. C'est une réunion pour que les filles et les fils de ces pays puissent se concerter et puissent aussi profiter des expériences des autres pays sur la marche de la démocratie. C'était une réunion pour voir comment consolider, comment préserver la démocratie congolaise. Et qu'est-ce qui ressort de là? Il ressort de là simplement qu'il y a un problème au Congo. Le problème s'appelle le non-respect de la Constitution. Du côté de la majorité, ici à Kinshasa, cette réunion sur l'île de Gorée fait grincer les dents. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a déclaré que le but caché de ce rassemblement était probablement d'organiser un soulèvement populaire en RDC. Et le président de la République lui-même, Joseph Kabila, a déclaré lundi que tous ceux qui refusaient de prendre part au dialogue national étaient en train de comploter contre la République. Eh bien, l'opposition refuse bel et bien de participer au dialogue, mais elle considère que son seul but est de faire avancer le pays, la démocratie et de protéger la Constitution. L'actualité en bref dans le reste du continent. On efface tout et on recommence en Guinée. Le président guinéen réélu pour un second mandat devra à nouveau prêter serment le 21 décembre. Alpha Condé a tout simplement oublié une phrase lors de la prestation de lundi devant un parterre de ses pairs africains. On espère pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2010 que la deuxième sera la bonne. À Dakar, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre a été suspendu jusqu'au 8 février. C'est à cette date que débuteront les plaidoiries. Au total, 93 témoins ont été entendus depuis le début du procès. Et puis en Côte d'Ivoire, le chef de file du principal parti d'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, appelle à la démission de Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale est impliqué dans plusieurs affaires, notamment celle des écoutes téléphoniques où il aurait envisagé de soutenir le putsch au Burkina Faso. Guillaume Soro a déshonoré l'Assemblée et humilié la Côte d'Ivoire, estime le président du Front populaire ivoirien. La Côte d'Ivoire, on va continuer à en parler avec notre invité, l'avocat de l'Ivoirien Charles Blé Goudé, dont le procès pour crime contre l'humanité, joint à celui de l'ancien président Laurent Gbagbo, démarre le 28 janvier prochain à la CPI. Maître Serizoku, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous sommes à un peu plus d'un mois du début de ce procès. Vous avez rendu visite encore récemment, il y a quelques jours, dans sa prison à Charles Blé Goudé, qui est poursuivi pour crime contre l'humanité. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? Effectivement, en tant qu'avocat, je vois régulièrement Charles Blé Goudé, que j'ai vu en fin de semaine dernière, et puis avec qui je suis régulièrement en contact, notamment encore aujourd'hui.
Et il faut s'appeler Charles Blé Goudé pour être dans l'état d'esprit dans lequel il est, dans une prison qui est extrêmement dure, c'est-à-dire celle d'un combattant qui cultive une sérénité véritablement à toute épreuve et qui se prépare surtout assidûment. C'est-à-dire on a quelqu'un en face de nous qui est très méticuleux, qui prend sa défense très au sérieux et qui travaille ardemment avec ses avocats sur toutes les questions relatives à sa mise en cause qu'il estime tout à fait injustifiée. Justement, vous parlez de sérénité, mais les crimes reprochés sont extrêmement graves. Un crime contre l'humanité, il est considéré d'avoir à la tête d'une milice été responsable de la mort de centaines de personnes. Quelle sera la stratégie de la défense ? Sans aller jusqu'à parler de stratégie, il est tout à fait clair que Charles Blé Goudé récuse l'appellation et la qualification de milicien qui a été mise en œuvre dans le cadre des oppositions qu'il y avait en Côte d'Ivoire pour évidemment le discréditer. Et il s'agira donc le 28 janvier, date que nous attendons avec sérénité, comme je le disais, de dire toute la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire durant les 10 dernières années? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a réellement fait? Et il s'agira de démontrer que, plus qu'un chef de bande, on avait en réalité quelqu'un dont les actes ont contribué finalement à éviter une explosion et une implosion en Côte d'Ivoire. On a quelqu'un qui a eu le courage simplement de dire qu'il voulait défendre les institutions républicaines et qui pour cela avait sa philosophie qui était donc ce combat aux mains nues, inspiré de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King. Vous parlez de Mandela, de Gandhi, on est effectivement très loin de cette image-là, parce que vous parlez de changer complètement d'image, puisqu'à la tête des jeunes patriotes, il est accusé d'avoir eu des mots extrêmement violents, d'avoir appelé à la violence et d'être responsable de la mort directement de centaines de personnes. De ce point de vue, il y a une grande certitude qui nous habite, c'est qu'on a voulu faire apparaître Charles Blé Goudé tel qu'on voulait qu'il soit, mais nous allons démontrer qui est Charles Blé Goudé tel qu'il a été, c'est-à-dire Charles Blé Goudé effectivement écouté de la jeunesse ivoirienne lorsqu'il s'est agi de faire des manifestations pacifiques par rapport à une opposition qui était armée et il a usé de la parole, il a usé de manifestations et chaque fois que Blé Goudé avait organisé des manifestations, on s'est rendu compte, notamment à la place de la République où il y a eu des millions de personnes, qu'il n'y a jamais eu d'incident. Et Charles Blé Goudé sera jugé en même temps que Laurent Gbagbo, l'ancien président, qui a été jugé apte finalement fin novembre à participer à son procès. Pourtant, sa défense affirme qu'il est extrêmement affaibli, presque traumatisé, très très faible. C'est votre avis aussi ? En tout cas, le président Gbagbo, effectivement, une décision est intervenue qui estime qu'il est en état de faire face à son procès. Mais je pense que la Cour elle-même est consciente de ce qu'il a vécu et que, nonobstant cette décision, il y aura quand même des dispositions qui seront prises pour que les droits de sa défense puissent être assurés, notamment qu'il y ait des aménagements, parce que c'est un homme d'un certain âge et puis qui a subi ce que nous savons, c'est-à-dire les bombardements. Très rapidement, juste en quelques mots, on a parlé de l'affaire Guillaume Soro. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire qui ont vu la réélection d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'il suit depuis sa prison l'actualité en Côte d'Ivoire ? Charles Blé Goudé suit l'actualité par le biais de ses avocats et puis également par le biais des personnes qu'il reçoit. Et il suit effectivement les développements de l'actualité. Il est préoccupé par deux choses. Rapidement, parce qu'on va conclure là. Voilà, la paix, c'est-à-dire que 5 ans après, nous sommes dans une situation où il faut aller à la paix, comme il avait favorisé en favorisant la caravane de la paix. Concernant M. Guillaume Soro, tout est entre les mains de la justice. Il appartiendra à celle-ci de décider. Pour nous et pour Charles Blé Goudé, on ne peut pas se réjouir en tout cas des malheurs ni d'une personne ni de la Côte d'Ivoire. Merci Maître Serizokou d'être venu sur ce plateau. Un peu plus d'un mois du début du procès de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24. Un chocolat chaud si tu le fais. Un chocolat. Chocolat. C'est à toi, tu veux essayer? Viens là mon bébé, viens t'asseoir. T'es prêt? Cale-toi bien. C'est parti. T'es
Vous avez remarqué comme petit à petit le monde change? L'anatomie est maintenant une technologie. Et la cuisine, une compétition. Les rues sont maintenant des galeries. Et nos maisons sont maintenant intelligentes. Car dans un monde qui se réinvente, Engie développe des solutions nouvelles pour une meilleure consommation d'énergie. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.